beaucoup et merci de l'invitation de SLC à votre école d'été. J'ai une histoire de chercheur assez longue, comme il vient d'être dit, mais j'ai commencé ma carrière en travaillant sur des modèles d'optimisation du secteur énergétique à long terme. Et c'est un de ces modèles qui s'appelle le modèle EFOM, a été utilisé par la DG Énergie et la DG12, la DG R&D, où Marc Defresne a travaillé jusqu'en 95, etc. Donc j'ai une culture d'optimisation et je me suis nourri longtemps au modèle d'optimisation de choix d'investissement d'EDF. Et je suis dans cette culture d'optimisation. Et c'est la raison pour laquelle, quand je me suis intéressé à la libéralisation des industries de réseau, gaz et électricité, j'avais toujours cette référence en tête. Et comment dire, si j'en parle comme ça, c'est que je me suis aperçu que même au sein d'EDF, des services économiques, je connais beaucoup d'ingénieurs économistes d'EDF, il y a eu une perte de cette culture et qui a abouti par exemple à mettre sur le même plan le mégawattheure d'énergie intermittente et celui de centrales pilotables, quoi. Alors que c'est extrêmement différent comme service et produit qui est vendu. Et au bout du compte aussi, quand on raisonne avec ce schéma-là, on va faire des politiques basées sur des obligations d'installer des capacités éoliennes ou des capacités de solaire photovoltaïque à tire-larigot, sans jamais réfléchir et sans revenir à un moment donné à ce que devrait être l'optimisation du système énergétique. Alors il y a une autre idée aussi que j'avais développée dans le cadre de ma thèse qui était sur le modèle d'optimisation, c'est qu'il y avait une dualité, et ça a été démontré par des économistes, un économiste polonais avant la guerre, qui s'appelait Osterlange. Il y a une dualité totale entre les marchés, les résultats des marchés purs et parfaits, avec parfaite anticipation, avec ce qu'on appelle les marchés complets, c'est-à-dire que vous avez des marchés financiers et des produits pour gérer le risque, et une planification marginaliste, c'est-à-dire où il y a des prix, là où il y a des marchés et des échanges, où il y a des contraintes, si vous voulez, offre-demande de services système ou ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce que je vais vous présenter, je vais vous montrer dans un premier temps les problèmes qui sont posés par ce qu'on appelle le market design, c'est-à-dire comment sont organisés les marchés électriques, parce que même si vous en avez une intuition et puis qu'on vous dit de façon fréquente maintenant pour expliquer la crise des prix de l'électricité et le couplage avec les prix du gaz, vous n'avez pas forcément conscience de toutes les implications que ça entraîne, justement pour pouvoir gérer les risques, pour pouvoir investir à partir de ces prix de court terme, parce que dans la théorie et de ce qu'on appelle les textbooks, les manuels des marchés électriques, disons l'économiste comment dire, le sectaire qui manque de culture, c'est que donc il y a cette dualité entre l'optimisation de long terme des choix d'investissement avec ces prix de court terme ou de très court terme, ce sont des prix horaires. Et dans notre jargon, on dit qu'il y a une bonne articulation du signal de court terme avec les signaux de long terme. Et ce n'est pas du tout le cas de ce qui arrive. Du coup, vous avez une incompatibilité entre le marché et les technologies très capitalistiques, c'est-à-dire qui ont des parts de coûts fixes extrêmement importants et un coût de combustible nul ou bas, comme pour le nucléaire ou pour les énergies renouvelables. Avec les énergies renouvelables, il y a encore une plaie supplémentaire qui se rajoute, qui ne sont pas pilotables, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on les planifie. Quand ça démarre, il faut équilibrer le système, etc. Donc, dans un deuxième temps, je parlerai de ces incompatibilités, et ça amène à aller vers ce que je propose
et qui n'est pas encore vraiment reconnu. J'ai beaucoup de mal à faire percoler cette idée qu'on peut réformer le marché de l'électricité en gardant les coordinations de court terme par les marchés, c'est-à-dire faire les dispatching économiques de l'ensemble des équipements par les offres de prix sur les marchés de court terme, de coupler les marchés entre les systèmes voisins pour récupérer de l'électricité pendant les heures où il en manque dans un pays, etc. Et cette loi-là, c'est en fait d'essayer de revenir un peu à l'esprit, je dirais à la Marcel Boiteux, de l'optimisation, et quelque chose de supplémentaire qui est d'arriver à avoir des prix de vente malgré la concurrence, entre guillemets, mais par la concurrence, des prix de vente qui pourraient s'aligner sur les coûts de long terme des producteurs ou de ce qu'on appelle le mix électrique. Alors, premier élément, donc, je vais rappeler ce que c'est les marchés structurés en marché horaire. Alors, c'est, comme vous le voyez, la courbe de demande croise la courbe des coûts marginaux successifs, l'ordre de mérite des différentes technologies. Pourquoi c'est comme ça dans les faits? C'est que les producteurs en concurrence qui font des offres sur le marché le jour d'avant pour chaque demi-heure, et pour être sûr d'être pris, ils sont obligés de se caler plus ou moins sur leur coût de combustible, leur coût variable. Donc, quelquefois, ils rajoutent aussi dans leur offre les coûts fixes d'exploitation qu'il faut assumer, mais c'est ainsi que ça se passe. Donc, d'une heure sur l'autre, vous pourrez avoir des changements, notamment avec la demande horaire qui se déplace. Donc, vous pourriez avoir le prix du gaz qui fait en pointe le prix horaire, et puis vous avez le rôle après des énergies renouvelables à coût nul, là, en oubliant ce qui se passe, c'est-à-dire les obligations d'achat enfin, les obligations de reprise par le système de l'électricité des renouvelables dès lors qu'elles produisent. On oublie un petit peu ça, mais parce que même s'il n'y avait pas cette obligation, même s'il n'y avait pas les tarifs d'achat, ils feraient des offres sur le marché parce qu'ils sont à coût nul dès lors qu'ils savent qu'ils vont produire. Donc, c'est le premier point, c'est que vous allez avoir des marchés qui sont très différents d'une heure à une autre, et il n'y a pas de lien anticipable entre 6 heures du matin, midi, 8 heures du soir, etc. Il peut y en avoir, mais éventuellement entre 8 heures du matin et 8 heures du soir, parce que c'est la pointe. Mais entre les saisons, c'est la même chose, etc. Et au bout du compte, alors, oui, je vais avoir des slides en anglais, je m'excuse, parce que là, récemment, tout de même, j'avais fait un exposé qui était bien passé au forum du Conseil français de l'énergie la semaine dernière. Et ça m'avait demandé beaucoup de mal pour essayer d'expliquer simplement ça, mais on m'avait obligé de faire l'exposé en anglais. Alors, je récupère certains de ces slides. Et donc, dans ce qui se passe avec ces marchés horaires, mais complètement séparés les uns des autres, c'est contraire à ce qui se passe sur le marché pétrolier, parce que entre 2-3 jours sur le marché pétrolier, vous aviez un lien évident entre l'offre et la demande de chaque jour. Les anticipations des traders sont faciles à faire. Vous pouvez avoir après les marchés de couverture de risque qui puissent se développer à grande échelle, etc. Là, vous avez donc cette structure en marché horaire avec des liens très faibles, avec une forte volatilité entre les heures de base et les heures de pointe. Donc le profil euro-saisonnier joue beaucoup. Vous avez après donc ces prix qui sont alignés sur les coûts marginaux, ce que M. Macron et M. Le Maire avaient du mal à comprendre, parce que après vous avez l'effet d'intégration des marchés. C'est ce qui se passe sur la plaque ouest européenne, parce que les marchés sont censés être intégrés avec suffisamment d'interconnexions. C'est ça qui va jouer. Donc chaque heure,
où le prix n'a même pas de lien, un lien avec le coût marginal de l'équipement, mais aucun lien avec le coût complet de l'équipement. A fortiori, sur l'année, quand vous ferez la moyenne des prix, éventuellement segmentés par type d'heure, vous n'arriverez jamais à avoir un prix annuel moyen qui s'aligne sur le coût de production moyen de long terme du mix électrique. Donc ça pose pas mal de problèmes. Vous avez ensuite ce qu'on appelle dans le jargon des économistes l'incomplétude des marchés, c'est-à-dire dans la théorie de Haro-Debreu de l'équilibre, c'est ce à quoi on se réfère, il y a tous les produits de couverture de risque inimaginables avec des investisseurs qui anticipent parfaitement le marché pour comment dire, couvrir ces risques. Donc là, vous n'avez pas, sur les marchés électriques financiers, vous n'avez pas de forward, vous n'avez pas de contrat à terme de plus d'1 ou 2 ans. Alors que si vous voulez investir, il faudrait éventuellement pouvoir vous protéger sur 15-20 ans pour les turbines à gaz, les scies combinées, et ne parlons pas du nucléaire. Ensuite, les vrais forwards, sur les marchés électriques, c'est à 3 mois. Hein, on le voit actuellement. Quand on vous dit que les prix sont à 500 € le mégawattheure, c'est qu'ils anticipent une rareté forte en décembre ou en janvier, avec des prix spot qui sont très élevés. Et alors, après, vous avez l'échec de ce marché structuré ainsi pour financer les investissements. Là, comme vous le voyez, en rouge, ce qu'on appelle la rente inframarginale, dans notre jargon toujours, parce que moi j'ai eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire. En fait, c'est le profit horaire que fait les producteurs en dessous du producteur marginal, c'est-à-dire qui sont pris avant. Donc on va prendre les ENR, on va prendre le nucléaire, éventuellement le charbon, etc. Et donc pour investir, il faut que l'investisseur, par exemple pour le nucléaire, anticipe la somme actualisée de tous ses profits horaires sur 35 ans, et que ça puisse recouvrir le coût d'investissement dans lequel, évidemment, il y a les coûts financiers pendant la construction. Donc, on est mal parti pour à la fois avoir des prix de vente qui reflètent les coûts d'investissement, enfin les coûts de long terme, et puis aussi pour trouver des contrats de couverture de risque qui puissent satisfaire l'investisseur. Alors vous pourriez me répondre, mais quand on a une entreprise verticale, on a un métier de fourniture important, et on peut se garantir sur le client, etc. Mais là, on est aussi en concurrence. Donc ça pose aussi le problème de passage ce qu'on appelle des PPA, des Power Purchase Agreement, des contrats de long terme entre les fournisseurs et l'investisseur. Et même quelqu'un qui investit parce qu'il a un large métier de fournisseur avec beaucoup de types de clientèle, lui aussi pourrait avoir des problèmes. Et prenons le cas parce qu'actuellement j'en parle un petit peu parce qu'on en reparlera après. Marc parlait de la Commission de Bruxelles. Bon, c'est le Vatican du marché, de la concurrence, et avec des gens absolument médiocres pour comprendre ce que c'est la concurrence dans chaque secteur. La DG Concurrence, c'est des petites personnes qui n'ont pas de culture, qui ont juste appris ce que c'était l'économie et le droit de la concurrence. Et donc déjà de piger que si vous interdisez, parce que la Commission était hostile au contrat de long terme, parce que ça bloquait la concurrence. Là, ils ont tout de même daigné laisser les développeurs DNR essayer de trouver des gros acheteurs pour garantir leur prix pour le développement de leurs investissements. Et comment dire, c'est pas du tout évident qu'il y ait des alignements d'intérêts entre des gros acheteurs et un investisseur. Oublions que c'est
des ENR, ça peut être du nucléaire aussi. Et on a beaucoup de mal, en fait, à avoir ce développement des contrats entre acteurs privés. Alors, mon deuxième point, c'est l'incompatibilité entre le marché et les marchés de l'électricité et le nucléaire. Là, il y a un bouquin récent qui est extrêmement cher, mais je l'ai acheté pour le lire à l'écran. Mais bon, c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Là, ma première publication sur les contrats de long terme dans les marchés électriques, ça date de 2003, et c'était pour savoir comment on pouvait investir dans le nucléaire, dans les marchés électriques. Donc, je suis très familier avec ces questions-là. Mais donc, l'investissement est très capitalistique, ses coûts de combustible sont réduits, donc vous avez cet énorme risque de marché sur cette rente inframarginale qui est très difficile à anticiper sur 30 ans. Vous avez un risque prix considérable parce qu'il y a cette volatilité des prix. En principe, on met un prix du carbone pour permettre le déclenchement des investissements bas carbone. Or, ce prix du carbone, il va se rajouter au coût du combustible, des coûts du combustible fossile. Donc ça va accroître les rentes inframarginales du nucléaire comme des ENR, mais il est très difficile à anticiper aussi parce que le prix qui résulte des systèmes de permis d'émission dépend beaucoup des règles de marché, dépend beaucoup de la conjoncture. Là, en ce moment, il est élevé parce qu'on a besoin d'utiliser les centrales à charbon, les centrales nucléaires. Il y a plus de demandes de permis sur le marché. Et il y a aussi des incertitudes sur l'effet, ce qu'on appelle en économie les effets inattendus. Quel va être l'impact du développement des ENR à moyen long terme sur le prix du marché aussi. Là, je me suis régalé ces dernières années à me battre contre l'ADEME, contre les modèles d'optimisation qu'ils utilisent pour montrer sur des bases scientifiques que de faire 100% de NR, c'est moins cher que de faire 50% nucléaire, 40% de NR. Et derrière, il y a tout un, comment dire, c'est un truandage des hypothèses d'anticipation. Ils mettent un équipement énorme qui fait l'électrolyse et après qui permet, pendant les pointes ou pendant le manque d'heures, de produire de l'électricité. Donc, avec ça, ils ont tout résolu, les problèmes du stockage, etc. Or, c'est complètement aberrant de mettre ce genre d'hypothèse. Alors, je sais que là, j'ai un public qui doit sympathiser avec ce genre d'idée, et je ne pouvais pas m'en passer. Mais donc, pour finir, avec le nucléaire, on a en fait besoin de contrats de long terme par rapport au prix du marché, mais qui vont garantir un revenu de long terme du mégawattheure. Et là, il faut bien comprendre que l'importance de ces contrats de long terme, parce que c'est ça qui va permettre aussi de financer son investissement par la dette et moins par ses capitaux propres. Hein, Hinkley Point comme Flamanville, ils sont financés essentiellement par les capitaux propres d'EDF. Donc c'est pour ça que sur Hinkley Point, on est à 9% du coût du capital moyen pour DG, tandis que si vous arrivez à avoir un contrat de long terme qui garantisse le prix pour le banquier, il est complètement rassuré. Donc il va vous prêter pour 80-90% de votre investissement. Et à ce moment-là, vous pouvez faire baisser le coût le prix, parce que c'est la rentabilité des capitaux propres qui doit être très élevée. Et surtout quand il y a une prime de risque dessus. Donc vous pouvez faire baisser le taux d'intérêt, le coût global de votre financement à 3-4%. C'est un peu ce que je veux dire là avec les contrats de type PPA qui sont à prix fixe, qui, comme je vous le disais, sont difficiles à développer de façon générale, et encore plus dans le cas du nucléaire. Mais il y a le cas de coopératives d'acheteurs, ce qu'on appelle le schéma Mancala, qui a été développé en Finlande pour le financement de Olkiluoto 3.
Et donc là, vous avez un taux de 7%, de 5% et avec une dette de 75%. Et donc, après, c'est quelque chose de très important comme dispositif, c'est les contrats pour différence. Je parlerai de CFD, l'abréviation en Angleterre, comme pour Hinkley Point, qui est un contrat sur 35 ans, c'est un contrat financier, c'est une double option, c'est-à-dire quand le prix du marché est en dessous du prix de référence de déclenchement de l'option, ça s'appelle le strike price en anglais, à ce moment-là, vous signez avec l'État, là. L'État va vous rembourser la différence, enfin va vous payer la différence. Inversement, comme actuellement le prix est très élevé et vous avez votre strike price, c'est à vous de rembourser la différence à l'État. Et au passage, donc, en Angleterre, avec les premiers contrats pour différence qui ont été passés pour les renouvelables, vous avez un énorme remboursement qui sont faits à l'État qui ensuite éventuellement va rembourser les fournisseurs qui achètent l'électricité très cher sur le marché. Donc c'est le schéma qui explique ça. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, il paraît que j'ai un pointeur, le temps que j'arrive à m'habituer. Bon, non, mais c'est-à-dire quand c'est au-dessus, quand c'est au-dessus, vous remboursez, donc ça fait ça, et puis quand c'est en dessous, on vous rembourse, et ça fait ça. Donc c'est ça qu'on propose de généraliser. Au passage, c'est ce schéma-là qu'on utilise maintenant en Allemagne et en France pour ce qu'on appelle les contrats de complément de rémunération pour les renouvelables qui sont attribués aux enchères. Là, à souligner qu'avec ce dispositif, le risque de construction reste sur l'investisseur. Et comme je le disais, le WACC, le coût moyen pondéré du capital, reste tout de même à 9% à cause de ce risque de construction. Et après, vous avez cette nouveauté qui est le contrat en base d'actifs régulés, qui était des schémas utilisés pour des investissements dans des grandes infrastructures en Grande-Bretagne. Et l'idée, c'est de reporter tout le risque d'investissement sur les consommateurs via éventuellement l'État. Et là, vous contractualisez entre l'acheteur et l'État et au-delà avec les consommateurs qui vont vous payer même pendant la phase de construction. Et après, vous avez un régulateur qui, en fonction de votre livre de compte du chantier, etc., va ajuster le prix qui va rémunérer l'équipement, à la fois pendant la durée de la construction, mais aussi pendant toute la phase d'exploitation. Et donc là, vous avez une dette qui peut être très importante et un coût du capital de 3 à 4%. Donc là, en concevant ces schémas maintenant, où en fonction du coût du capital, on voit pour le nucléaire l'énorme importance d'avoir ces contrats pour faire baisser le coût d'accès au capital. Donc, par exemple, quand vous avez un prix de revient du nucléaire à 40 € si vous avez un coût du capital à 0, et il est avec un coût du capital de 10%, il monte à 110, 120. Donc si vous avez des CFD, vous pouvez baisser à 6 à 8%, et donc vous êtes à 80, par exemple. Alors, comme il faut que j'avance, on va retrouver ça d'une certaine façon pour nos chers ENR. Et le problème avec les ENRI, ça veut dire intermittentes, pour investir dans le marché, c'est qu'ils ont un coût variable nul et la part des coûts fixes à recouvrer est de 100%. Le nucléaire, c'est un peu moins. Donc CAPEX élevé, exposition très élevée au risque de prix, et puis vous avez la volatilité des prix horaires dont j'ai parlé tout à l'heure, mais là, avec la production intermittente, ils vont amplifier cette volatilité, ce qui complique un peu plus l'investissement par le marché. Et comme pour le nucléaire, on a besoin d'encadrer ces investissements par des contrats de long terme qui garantissent le revenu,
Donc ça peut être soit avec des CFD, avec l'État, comme je viens de l'expliquer un petit peu, donc, et ça peut être aussi avec ces PPA entre particuliers, où le gros acheteur est content d'avoir un prix garanti par mégawattheure intermittent quand on lui fournit, et en ce moment c'est un argument pour que les PPA se développent, et il y a eu un rapport qui a été fait pour la Creux par une société de consultants sur tous les facteurs de développement des PPA dans les différents pays européens, mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que si ça se développe beaucoup en Espagne, et il y a peut-être maintenant 10 gigawatts d'ENR grâce au PPA, c'est parce qu'il y a une obligation sur les gros industriels qui se fournissent directement sur le marché gros et sur les fournisseurs d'avoir une part de leur sourcing, de leur approvisionnement, qui sont faits par des PPA. Aux États-Unis, ça se développe pas mal. Il y a Google et d'autres qui achètent de l'électricité directement, enfin c'est fictif, directement à des producteurs ENR, des développeurs en fait, parce que c'est la logique aussi, c'est d'aider à financer l'investissement. Et en fait, ils se donnent, pour se donner une image verte, ils se donnent une obligation, tous ces grands groupes, d'avoir des émissions réduites. Et ils peuvent compter dans cette obligation qu'ils se donnent de l'électricité verte. Donc il y a une comptabilité pour savoir combien de CO2 économisé comme ça. Mais en même temps, les producteurs ou les fournisseurs d'électricité, les utilities, ils ont une obligation aussi d'avoir une part d'électricité non carbonée. Donc au bout du compte, on a un double emploi. Ce que vous voyez, c'est les PPA, ça se développe souvent parce qu'il y a des béquilles derrière. Et le gros acheteur, enfin, je rajoute parce que je suis complètement là-dedans, il y a une triche dans la communication. Le gros acheteur qui veut une fourniture garantie, il est obligé de compléter son approvisionnement sur le marché spot, où les prix sont comme ça. Donc il n'est pas du tout couvert, par ailleurs, sur le risque de marché. Ça marche pas. Alors, derrière, il y a aussi quelque chose qui compte beaucoup, c'est que et c'est une énergie intermittente aussi. Il n'y a pas de prise en compte aussi dans le prix de rémunération de l'ENR. Comment dire, on ne les pénalise pas pour les coûts de système qu'ils entraînent aussi. Il y a juste, ils sont responsables d'équilibre, il y a juste le fait qu'ils sont obligés de payer éventuellement les mégawattheures d'ajustement quand ils sont trompés dans leurs prévisions d'un jour sur l'autre. Et ici, ce qui se passe, c'est on ne peut pas investir dans les ENR intermittents par le marché. Donc on va aller chercher les tarifs d'achat ou on va aller chercher ces contrats CCR, ces CFD, pour déclencher ces investissements. Mais plus... Alors il y a un autre problème, c'est ça accroît en fait les distorsions de marché. Parce que plus j'installe de mégawatts d'ENR à coût nul, plus je fausse le marché. Là, quand on voit entre les deux graphes, on voit que quand le vent souffle déjà, ça pousse tout l'ordre de mérite. Donc on va passer de la centrale marginale turbine à gaz aussi combinée à gaz. Et donc les coûts de combustible sont moins élevés, ça fait baisser le prix. Mais si je compare un système où il y a le même système en dehors de l'éolien, avec 2 fois plus d'éolien, on fait aussi baisser les prix. Donc il y a une tendance à la baisse des prix de marché par ce moyen. Oui. Donc, quelque part, si
il y a ce que, comment dire, donc il y a une baisse de la rente inframarginale. Alors il y a ce que les économistes